Bonjour, j'ai donc le plaisir d'introduire la seconde session de ce passionnant colloque qui traitera du symbolisme balte et de l'Europe. La première intervention portera sur le symbolisme letton dans le contexte de l'art européen, présenté par le professeur Eduard Klavinš, qui est professeur émérite d'histoire de l'art, directeur de l'Institut d'histoire de l'art de Riga et auteur d'une très importante histoire de l'art de la Lettonie en plusieurs volumes, auxquels donc j'ai le plaisir de laisser la parole. Mesdames et messieurs, le sujet de mon exposé est le symbolisme letton dans le contexte de l'art européen. L'expression du symbolisme dans l'art letton de la fin du XIXe et du début du XXe siècle montre l'influence des courants différents, venant des centres artistiques en Allemagne, Russie, France, Finlande et Lituanie. En plus, le contexte européen du symbolisme letton se fait enrichir par un vaste spectre d'analogies avec les différentes écoles de l'art européen. En même temps, ces influences se combinaient facilement avec les personnages et les récits que, dans l'histoire de l'art local, l'on nomme habituellement le romantisme national. Bien entendu, cela donnait au symbolisme letton un contenu et des éléments stylistiques spécifiques. Et il en va de soi aussi qu'en le décrivant, il faut prendre en compte l'histoire sociale, politique et culturelle de la société lettonne de l'époque. Donc à la fin du XIXe siècle, l'art letton a connu une modernisation rapide. Cela s'exprimait par une curieuse adaptation condensée des courants artistiques européens de l'époque, du réalisme social, de l'impressionnisme, du symbolisme de l'art nouveau en parallèle, tout en cherchant une thématique et une stylistique nécessaire pour sa propre identité nationale. Les artistes lettons ont connu les idées du symbolisme européen par la littérature, notamment par la littérature allemande. Janis Rosenthals, le plus intellectuel des modernisateurs de l'art letton, les énonçait dans ses écrits en les justifiant d'une manière condensée par la valeur propre de l'art ainsi que par des postulats de l'impressionnisme et de l'art esthétique, de l'art des atmosphères. D'après lui, la valeur propre de l'art se trouvait dans son caractère subjectivement phénoménologique. L'art a affaire seulement au phénomène de la chose, disait-il. Et en présentant des phénomènes, il faut choisir un certain nombre des caractéristiques qui paraissent subjectivement importantes et qui créent en même temps un effet émotionnel, une atmosphère dans la nature perçue d'une manière phénoménologique avec ses mystères grandioses. Il convient de chercher son côté merveilleux, mystérieux. Et pour accentuer la valeur du subjectif, il fallait s'éloigner de l'impressionnisme, de l'art de l'atmosphère, car il fallait assouvir nos rêves, notre soif de beauté, de splendeur surnaturelle et extraordinaire. Cette idée justifiait le recours au monde des personnages fantastiques et leur iconographie correspond partiellement à celle de l'Europe en général, telle que créée par les interprètes du symbolisme dans les années de réhabilitation de ce mouvement, comme par exemple Philippe Julien, Hans Hofstetter, Robert Goldwater et d'autres. Plus concrètement, les personnages de l'iconographie du surnaturel étaient les sujets et les personnages que l'on trouve traditionnellement dans la mythologie, la démonologie et le christianisme européen classique, même si librement interprétés. Et la dualité du symbolisme, à savoir l'alternance de l'esthétique des atmosphères et personnages pessimistes, étrangement inquiétants d'un côté, et de l'harmonie, l'idylle utopique de l'autre, sont facilement reconnus aussi dans l'héritage du symbolisme letton. Dans l'ensemble, on y trouve le plus souvent des personnages qui font écho
romantisme biologique, si bien défini par Robert Schmutzler, et caractéristique à l'époque de l'Art Nouveau. L'apologie naturelle des forces de la nature est justifiée par les personnages des mythes et des contes, qui sont les plus liés au paysage et à la faune. Il est impossible d'évoquer tous les phénomènes du symbolisme letton au sein d'un exposé concis. Je n'ai pas d'autre choix que de proposer quelques exemples remarquables. Un des fondateurs de l'art letton à la fin du XIXe siècle était Adams Augsnes, qui a laissé surtout de nombreux dessins, esquisses. On y voit très bien cette adaptation et fusion condensée des nouveaux courants artistiques de l'époque. Les épisodes de la vie quotidienne des paysans lettons, dessinés selon le réalisme national ou social, étaient complétés par des cadrages décoratifs, avec des personnages symboliques. Augsnes avait puisé cette approche chez les symbolistes et romantiques allemands, à croire surtout dans les eaux fortes de Max Klinger. Ainsi, par exemple, en préparant la composition avec le laboureur, Augsnes complète celle-là par une figure de la mère paysanne, la patronne monumentale et mythique des paysans, ainsi que par un groupe de petits nains souterrains qui veilleraient à la production de la récolte. La dualité du symbolisme letton est le mieux illustrée par le travail de Jānis Rozentāls, un peintre étonnamment polyvalent. Il a débuté sa carrière comme peintre réaliste des thèmes nationaux. Il a continué par la peinture impressionniste en même temps étant passionné par les sujets et personnages fantastiques, mythologiques et religieux, qui relèvent surtout du symbolisme et qui avaient la stylistique de l'Art Nouveau. Un des exemples de sa période réaliste sont les différentes variantes de son œuvre La Mort, en aquarelle et en huile sur toile. Une silhouette féminine vêtue de blanc et portant à la main une serpe, elle se penche vers l'enfant malade dans les bras de la paysanne inquiète. En plus des aspects sociaux, ce qui importe dans l'interprétation est également le facteur irrationnel du destin, de la vie et de la mort de l'homme, ce qui permet de marquer ses œuvres comme le début du symbolisme dans la peinture des Rozentāls. C'était assez présent dans les courants picturaux européens de l'époque. Et la mort peinte par Rozentāls fait partie sans aucun doute de la typologie traditionnelle européenne de ces symboles de la mort. Un des exemples connus est la toile de Jean-François Millet, La mort et le bûcheron. Il est peu probable que Rozentāls ait connu l'œuvre du peintre réaliste britannique Henry Herbert Latang, L'homme à la faux. Mais il était sans doute familiarisé avec des exemples de l'école allemande. Par exemple, l'œuvre de Arthur Kampf, Le baiser de la mort, où l'on voit la mort posée en baiser sur une paysanne mourante, tandis que l'homme est en train de bercer l'enfant. Ou bien encore une œuvre de Max Klinger, de son cycle de la mort, avec la même figure mythique qui importe l'enfant de sa mère assoupie. Les toiles de Rozentāls sont marquées par son style direct et laconique. Les symboles du folklore letton essentiels pour le romantisme national permettaient à Rozentāls d'exprimer les contradictions sociales et nationales que l'on peut très bien percevoir dans sa toile Noir Serpent, en faisant recours à la formule iconographique et compositionnelle d'Arnold Böcklin, à savoir un être fantastique sur un rocher dans la mer. Rozentāls invente le personnage de mi-femme, mi-serpent qui lutte pour en finir avec les oppresseurs du peuple. Ce sujet a attiré également d'autres auteurs lettons, par exemple Perlet et Schilders. Le traumatisme des événements tragiques laissés par la Révolution de 1905 a probablement inspiré Rozentāls pour sa toile « Christ conduit le peuple à travers le fleuve des morts ».
ce qui rappelle la composition de Akseli Gallen-Kallela à la rivière de Tuonela. La ressemblance, à savoir la disposition de la barque et des spectateurs, est telle que la reproduction est évidente. Si ce n'est que Rosenthals ait complété sa barque par la figure du Christ, en modifiant ainsi le message de son œuvre. Ces symboles de la mort et des souffrances sont en quelque sorte compensés par l'obsession de Rosenthals pour le thème de l'Arcadie. La première version date de 1897, suivie par d'autres. La plus détaillée date de 1910, en grand format. Le rêve ou l'aspiration romantique pour ce pays du bonheur est représenté par les jeunes femmes et les enfants du style Art Nouveau qui se trouvent sur une berge entourée des arbres resplendissants. Au premier plan, la nature morte du petit déjeuner confère à la toile une atmosphère chaleureuse du style Biedermeier. Une autre variante protofauviste est apparue en 1916. Le nombre d'œuvres analogiques au symbolisme européen est grand, surtout si on considère la ressemblance iconographique. On peut s'en rappeler de certains, par exemple de l'école française, Pierre Puvis de Chavannes, Maurice Denis, ou bien Henri Matisse, ainsi que celle des représentants de l'école allemande, Ludwig von Hofmann. Les œuvres de ce dernier étaient bien connues à Riga. Mais il faut croire que les premières inspirations étaient puisées ailleurs. Par exemple, chez le peintre munichois Max Kuchel, peut-être moins connu. Rosenthals avait sans doute vu la reproduction de son œuvre Arcadie. Rosenthals a également essayé d'adapter les personnages d'Arcadie, ce que témoigne la toile Les enfants jubilants ou Chant de printemps, dans laquelle Rosenthals transforme les habitants de sa campagne natale en des êtres d'un monde mythique et heureux. Voici la composition représentée sur la façade du bâtiment de la Société des Lettons de Riga. C'est une rationalisation du symbolisme proche d'une allégorie. Elle contient des personnages de la mythologie lettonne et balte, par exemple la composition centrale avec la figure de Pärlkons ou du tonneur au centre. La création des formes ici diffère de celle de la peinture sur chevalet, un système strict des lignes et des champs adaptés à la surface de la façade. Le rythme Art Nouveau dans les contours est devenu plus robuste. Et la représentation publique de la mythologie du romantisme national est d'autant plus frappant si nous comparons ces œuvres aux celles de Edvard Munch pour l'université d'Oslo. Par exemple, Histoire avec l'homme venant des fjords qui raconte l'histoire aux jeunes garçons. On trouve des parallèles entre le symbolisme local et nationaux romantiques et les influences européennes dans les œuvres des autres artistes de la génération de Rosenthals. Par exemple, un dessinateur qui avait étudié à Saint-Pétersbourg, Berlin, Munich et Paris, Richard Zarinch, pouvait s'adonner à un symbolisme poétique et mythique. Un des meilleurs exemples est la tombe du poète. Ici, Zarinch a fait recours à des tonalités foncées de clair-obscur pour créer un ton émotionnel particulier, afin de construire une composition fidèle au symbolisme international, celui de Böcklin. En même temps, il était intéressé par par l'histoire, les anciennes divinités lettonnes et les personnages du folklore. Un autre artiste, Gustav Schilter, sculpteur et fidèle disciple d'Auguste Rodin, avait un engouement pour la création des êtres fantastiques qui correspondaient eux aussi à l'iconographie du romantisme national. Par exemple, ici, les sorcières. Les artistes de la jeune génération qui sont rentrés sur la scène après 1905 arrivaient à allier le symbolisme international au romantisme national d'une manière plus naturelle. Ainsi, par exemple, l'exemple suivant, Valdemars Matvejs, le fondateur du modernisme classique letton, dans sa composition L'Antiquité, transforme la vision européenne d'Arcadie en une vision ancienne lettonne, de l'époque d'or lettonne.
Rudolf Sperling, en imitant consciemment Konstantin Bogaïevski et surtout Čiurlionis, complète le monde de nature naturelle et imaginaire par les récits du folklore letton, en travaillant sur le symbole du soleil, ce qui est repris également par le poète Rainis dans son poème Ave Sol, ou bien en reprenant le sujet de la lutte politique pour la liberté, incarnée par les fils du soleil. Les artistes qui se consacraient aux scènes de la vie quotidienne, et notamment à la vie des paysans, étaient plus libres dans leur source d'inspiration. Ici également, le symbolisme apparaissait comme une tonalité émotionnelle subjective, comme une étrangeté mystérieuse, qui crée une connotation ambiguë, même métaphysique. Ainsi, par exemple, la toile Jeune paysanne de Johann Walter, peintre de la génération de l'Oxentas, avec une fille figée au premier plan, un moissonneur solitaire dans un champ de blé, le ciel sombre, annonciateur d'orage, crée dans son ensemble des sensations d'un danger sous-jacent et d'un secret imperceptible. Theodor Uders avait toute une autre approche. Il proposait une autre conception du symbolisme réel, par opposition au symbolisme rétrospectif, incompréhensible, celui de Böcklin, de von Stuck, de Rossetti. Au lieu de cela, il fallait puiser les sujets du symbolisme dans la vie et l'environnement des couches sociales inférieures, les paysans, les pêcheurs. Cela peut être illustré par l'œuvre de Ferdinand Knopf, qui dépeint la solitude, le retrait sur soi, l'introspection. Et Uders a choisi un sujet similaire dans son œuvre Le solitaire et le corbeau, qui représente un vieillard solitaire, probablement l'alter ego du peintre dans un milieu paysan. Pourtant, Uders ne s'adonnait pas à l'esthétisation des ambiances dépressives. Dans ses œuvres, on perçoit parfois la mort errant au bord de la mer. Mais les paysans et leurs animaux sont représentés comme une incarnation de la vitalité même. Et pour cela, l'artiste faisait recours à des dessins au fusain robustes et non pas à la stylistique décadente. Les paysages lettons diffèrent du symbolisme figuratif canonique, mais on y trouve néanmoins certains aspects de ce courant. Les grands mystères de la nature se traduisaient par un engouement néoromantique pour une représentation picturale subjective de la dynamique cyclique de la nature libre et de ses éléments. Bon, ce n'était plus la même approche comme à l'époque. Pour créer un ton émotionnel typique aux symbolistes, on essayait de trouver d'autres motifs. Ainsi, par exemple, dans les pastels de Pēteris Krastīņš, l'apparition de deux nuages au-dessus de la forêt, ou bien l'arbre isolé baignant dans la lumière du soleil, acquiert une large signification suggestive. Et c'est avec un enthousiasme fatal que Krastīņš dépeint le motif du marais. Tantôt, cela apparaît comme un bourbier dans une forêt de pins, tantôt comme un lac d'eau noire. Parfois, le message socio-symbolique de la Révolution, de l'après-Révolution, était sous-jacent dans les motifs des paysages, comme dans cette illustration du magazine Kaavi par Waldemar Zertinš, où l'on perçoit des figures étranges des guerriers qui font partie des nuages orageux. Wilhelm Purvītis, le peintre paysagiste et la personnalité centrale de cette période dans l'art letton, s'intègre difficilement dans le symbolisme idéologique. Mais ce qui importe, le cycle et les forces de la nature libre étaient l'objet central de son intérêt. Il savait apprécier des orages impressionnants, le mystère des lumières nocturnes et des crépuscules, la majesté des eaux printanières. Et son ami baron Roderick
von Engelhardt a décrit le travail de Purvītis vers 1910 en disant que, tout d'abord, il y a une esquisse de l'idée picturale où l'on ne perçoit aucun objet, mais qui reflète la perception par Purvītis du temps diurne et des saisons. Il s'ensuit la création structurelle jusqu'à obtenir l'ensemble nécessaire. C'est ainsi qu'il crée des paysages qui sont devenus un canon du paysage national pour la société lettone. Cela est intrinsèquement lié à la recherche de l'identité nationale, comme l'a dit Rodolphe Rapetti. La dernière œuvre de Purvītis représentée ici, Les eaux printanières, représente le vecteur du développement de l'art letton de l'époque et montre comment le caractère menaçant des forces de la nature, ce phénomène tant admiré par les néo-romantiques, se transforme en une harmonie esthétique. Dans une certaine mesure, cela montre les transformations du symbolisme letton à la fin de cette période, quand l'imaginaire, les visions et les ambiances du symbolisme cèdent leur place à l'art nouveau, au néoclassicisme ou bien aux abstractions formelles ou du début du modernisme classique, ce que nous pouvons voir dans les essais picturaux de Waldemar Matthijs, ici. Merci de votre attention. J'invite le professeur Klavinch à venir à cette table pour une discussion ultérieure, si la traduction peut lui indiquer. Et je voudrais le remercier pour cette très intéressante communication qui nous montre comment s'opèrent à l'intérieur de l'Europe des effets de transfert culturel dans le symbolisme, ici appropriés à travers des éléments empruntés aux mythes, aux contes populaires, voire aux éléments de paysage letton, fondateur donc et renforceur d'une identité nationale lettonne.